Une nuit des orages, une enfant blessée, et un homme qui croyait avoir verrouillé son cœur à jamais. Mais lorsque une inconnue effondre devant sa porte, il se retrouve face à une décision qui va tout changer. Ce N est pas seulement une histoire de survie. C'est une histoire de courage, de perte et un lien que ni le temps ni le silence ne peuvent effacer. Astérisque 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 les dernières braises du couchant peignaient le ciel des Pyrénées de nuances violettes et orangées alors que Jean Vasseur était assis sous le porche usé par les vents de sa bergerie isolée. À 45 ans, les sillons de son visage racontaient des histoires de rudesse et de solitude. 15 années étaient écoulées depuis qu'il avait perdu sa femme et son fils, emportés par une fièvre foudroyante. La ferme, autrefois débordante de vie, était devenue aussi silencieuse que son propre cœur. Les vents mordants des octobres engouffraient dans les interstices des planches de bois, faisant écho au vide qu'il ressentait à l'intérieur. Son plus proche voisin se trouvait à 10 kilomètres, et Jean préférait qu'il en soit ainsi. Son troupeau, son fidèle border collie Max, et de rares descentes au village de Saint-Sénéry pour le ravitaillement constituaient toute la compagnie dont il avait besoin, ou du moins, c'est ce qu'il se répétait. Ce soir-là, alors qu'il buvait une gorgée des eaux de vie dans un verre ébréché, le grondement lointain du tonnerre roula sur les plateaux. La pluie arrivait, une bénédiction rare en cette saison. Jean se leva, ses articulations craquant en signe de protestation, et scruta le paysage qui assombrissait. Quelque chose bougea à l'horizon, une petite silhouette trébuchant vers la ferme. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Marmonna-t-il en attrapant le fusil qui ne le quittait jamais. La silhouette approchait, avançant en zigzags incertains. En plissant les yeux, Jean devina ce qui semblait être un enfant. Le chien aboya une fois, puis gémit, sentant que quelque chose ne tournait pas rond. Jean posa son arme et descendit les marches du porche juste au moment où les premières lourdes gouttes commençaient à tomber. Elle inconnue, une fillette de pas plus de 12 ans, effondra à 30 mètres de sa porte. Jean courut, ses bottes soulevant une poussière qui se changeait déjà en boue sous l'averse grandissante. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle avait les traits fins, la peau mate, et ses vêtements étaient plus que des haillons trempés de pluie et de sang. Une entaille profonde barrait son épaule gauche et sa cheville droite avait enflé, doublant de volume. Et, doucement, dit-il d'une voix basse en agenouillant près d'elle. Les yeux de la fillette ouvrirent, sombres, chargés de peur et de douleur. Elle tenta de ramper pour éloigner, mais la faiblesse et ses blessures la clouèrent au sol. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit Jean en levant ses paumes pour montrer qu'il était sans danger. « Tu es blessé. Laisse-moi t'aider. » Le regard de l'enfant affola, scrutant les alentours avant de se fixer à nouveau sur le visage de l'homme. Elle murmura quelques mots dans une langue étrangère que Jean ne reconnut pas, peut-être un dialecte de puis bascula dans un français brisé. Il arrive. Méchants hommes. Jean scanna l'horizon, ne voyant rien autre que la pluie et l'obscurité. Qui arrive? Mais la petite avait sombré dans l'inconscience. Avec des gestes délicats, Jean souleva son corps frêle. Elle ne pesait presque rien et, de près, il pouvait voir les signes de malnutrition sur son visage émacié. Quelque chose de protecteur éveilla en lui. Un sentiment si longtemps endormi qu'il le reconnut à peine. À l'intérieur de la maison, Jean installa dans son propre lit et activa pour nettoyer et panser ses plaies. Entaille à l'épaule nécessiterait des points de suture. Alors qu'il préparait l'aiguille et le fil, il remarqua de petites brûlures sur ses poignets, le genre de marque laissée par des cordes. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, petite ?» chuchota-t-il, bien qu'il craignît de connaître déjà une partie de la réponse. Max installa au pied du lit, ses yeux ne quittant jamais l'enfant. Dehors, la tempête intensifiait, la pluie fouettant les carreaux comme des esprits en colère exigeant des entrées. Jean repensa aux mots de la fille. Astérisque méchants hommes arrivent. Astérisque il vérifia que son fusil était chargé. Alors qu'il s'efforçait de sauver cette enfant mystérieuse qui était littéralement écroulée sur son seuil, Jean ignorait que cette nuit allait tout bouleverser. Les murs soigneusement érigés autour de son cœur, construits au fil de 15 années de deuil et de solitude, s'apprêtaient à affronter leur plus grand défi sous les traits de cette jeune réfugiée blessée. Pour la première fois depuis des années,
quelqu'un avait besoin de Jean Vasseur. Et peut-être, bien qu'il ne se l'avoue pas encore, avait-il besoin elle aussi. 3 jours passèrent avant qu'elle ne reprenne totalement conscience. Jean était resté vigilant, ne dormant que par brefs intervalles, assis dans le fauteuil près du lit. Il avait nettoyé ses plaies, réussi à lui faire avaler un peu de bouillon, et avait veillé jusqu'à ce que la fièvre tombe enfin au matin du 3e jour. Lorsque ses yeux s'ouvrirent, clairs et alertes pour la première fois, Jean changeait le bandage de son épaule. Elle se raidit immédiatement, tentant de se dégager. Du calme, dit-il, gardant une voix basse et apaisante. Cette épaule a besoin de temps. 22 points de suture. La fille le fixa, ses yeux noirs évaluant la situation, calculant. Jean reconnut ce regard. Celui des animaux blessés qui se demandent si le combat ou la fuite est la meilleure option. Je appelle Jean Vasseur. C'est ma ferme, proposa-t-il en finissant le bandage et en lui laissant de l'espace. Tu es ici depuis 3 jours. Je t'ai trouvé effondré dehors pendant l'orage. Ses yeux parcoururent la pièce, notant le mobilier spartiate, le fusil appuyé contre le mur et Max, assis sagement près du lit. Finalement, elle parla. Lina, dit-elle, la voix à peine au-dessus un murmure. Je appelle Lina. Jean hocha la tête, soulagé qu'elle puisse communiquer. Ravi de te rencontrer, Lina. Tu penses pouvoir manger quelque chose de plus consistant que du bouillon, maintenant? Elle fit un signe de tête hésitant et Jean se retira dans la cuisine pour préparer un repas simple, une soupe de légumes, du pain de campagne et un peu de viande séchée. Lorsqu'il revint, Lina avait réussi à s'asseoir contre la tête de lit, bien que son visage fût crispé par la douleur. Alors qu'elle mangeait, lentement à bord, puis avec une faim grandissante, Jean assis près de la fenêtre, montant la garde tout en surveillant l'horizon. Aucun cavalier ni véhicule n'était apparu, mais Jean avait pas oublié son avertissement. Ces hommes dont tu as parlé, dit-il après qu'elle eut presque terminé son assiette. Qui sont-ils? Lina posa sa cuillère, ses épaules se tendant. Des passeurs, dit-elle, le mot chargé de venin. Ils viennent au campement. Ils disent qu'ils ont du travail pour les jeunes en ville. Bon salaire. La mâchoire de Jean se serra alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais ce n'était pas vrai. Elle secoua la tête, le regard baissé. Ils ont pris Sidé entre nous. Mis dans un camion. Enchaînés. Ils ont dit qu'ils nous vendraient en Italie. Sa voix trembla légèrement. Il y a 2 nuits, le camion a crevé près du col. Je me suis libéré quand il dormait. J'y ai couru. Une colère brûlante monta dans la poitrine de Jean. Du trafic humain. Il avait entendu des rumeurs sur de tels réseaux ciblant les campements de fortune et les foyers isolés, mais la gendarmerie locale les avait balayés comme des légendes urbaines. De quel endroit viens-tu? demanda-t-il. Du camp de Saint-Roch, répondit-elle. À 4 jours de marche vers elle. Jean connaissait l'endroit, à environ 100 kilomètres de là. Trop loin pour qu'elle y retourne seule, surtout blessée. On devrait prévenir ta famille, dit-il. Ils doivent être morts d'inquiétude. Une ombre passa sur le visage de Lina. Pas de famille, dit-elle. Parents morts de maladie il y a 2 hivers. Je vis avec ma tante, mais elle. Lina hésita, cherchant les mots justes. Elle boit trop. Parfois, elle oublie que je suis là. La douleur familière de la perte résonna en Jean. Il reconnut dans ses yeux le même vide qu'il portait depuis la disparition de sa propre famille. Eh bien, dit-il après un moment, tu peux rester ici jusqu'à ce que tu sois guéri. Ensuite, on avisera. Cet après-midi-là, Jean descendit à Saint-Sénéry pour le ravitaillement et pour alerter la gendarmerie au sujet des trafiquants. Le capitaine Mercier écouta le récit de Jean avec un scepticisme gravé sur son visage buriné. Vous êtes sûr que ce n'est pas juste une fugueuse qui invente des histoires, Vasseur? Demanda le gendarme en se penchant en arrière sur sa chaise. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'imagination. L'expression de Jean se durcit. Les brûlures de cordes sur ses poignets et le coup de couteau à l'épaule, ce ne sont pas des histoires, Mercier. Il y a des hommes dehors qui vendent des enfants, et ils la cherchent probablement encore.
Le gendarme soupira en se levant. Je vais envoyer un téléx à la préfecture et demander à une patrouille de passer près de chez vous. Mais je ne peux pas mobiliser plus d'hommes pour ce qui pourrait bien être qu'une chasse aux fantômes. Mais je ne peux pas mobiliser plus d'hommes pour ce qui pourrait bien être qu'une chasse aux fantômes. Ce était pas grand-chose, mais c'était un début. Jean acheta du matériel médical, des vivres et, après un instant d'hésitation, une robe simple et une paire de chaussures qui semblaient pouvoir aller à Lina. La femme de l'épicier haussa un sourcil, mais Jean ignora son regard curieux et chargé de jugement. Lorsqu'il rentra à la bergerie, il trouva Lina assise sous le porche, enveloppée dans une couverture, Max fidèlement couché à ses côtés. Malgré ses blessures, elle avait réussi à balayer le sol et à laver la vaisselle du petit déjeuner. Ces gestes simples, cette volonté de contribuer, en disaient long sur son caractère. Ce soir-là, alors qu'une brise fraîche agitait les rideaux, Jean apprit à Lina à jouer aux dames. Son esprit vif saisit rapidement les stratégies et, à la troisième partie, elle gagna. Le sourire qui illumina brièvement son visage fut comme une percée de soleil à travers des nuages d'orage, timide mais transformateur. Plus tard, alors que Lina dormait dans son lit, Jean installa sur une paillasse dans la pièce principale. Il monta la garde près de la fenêtre, son fusil sur les genoux. Dehors, dans l'obscurité, le ululement des chouettes répondait au vent, une mélodie solitaire qui faisait écho à ses pensées. Jean avait passé 15 ans à repousser les autres, se convainquant qu'il valait mieux être seul. Et voilà qu'une enfant blessée, au regard trop vieux pour son âge, venait de percuter sa solitude soigneusement construite. Il se répétait qu'il ne aidait que le temps qu'elle guérisse, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit sûr pour elle. Mais au fond de lui, dans un recoin de son cœur qu'il avait verrouillé depuis longtemps, quelque chose changeait. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Une semaine passa, puis 2. Les blessures physiques de Lina commencèrent à guérir plus vite que Jean ne avait prévu. Sa résilience lui rappelait celle des plantes de montagne, robustes et tenaces, conçues pour survivre aux conditions les plus rudes. Elle boitait encore un peu, mais chaque jour, elle se déplaçait avec plus d'assurance autour de la ferme. Ce qui cicatrisait plus lentement, c'étaient les blessures invisibles. Parfois, Jean se réveillait au son de ses cris étouffés, prisonnière de cauchemars qu'elle refusait d'évoquer à la lumière du jour. Dans ces moments-là, il frappait doucement à la porte de la chambre, lui apportant une tasse de lait chaud au miel, et restait assis en silence à ses côtés jusqu'à ce que la terreur se retire de ses yeux. Un matin, Jean trouva Lina près de elle enclos, observant ses chevaux avec une nostalgie évidente dans le regard. « Tu sais monter ?» demanda-t-il en venant se placer près d'elle. « Depuis que je tiens sur mes jambes, » répondit-elle. « Chez nous, on apprend tôt. » Jean considéra sa cheville en voie de guérison, puis fit un signe de tête vers une jument à la robe claire. « C'est Aurore. La bête la plus calme que j'y ai. Peut-être que demain, on pourrait faire un petit tour, si ta cheville le permet. » Le sourire qui fendit le visage de Lina valait tout hors du monde. C'était la première fois qu'il voyait une joie véritable transformer ses traits, et il fut frappé par la beauté de l'enfant lorsque elle n'était pas enveloppée par la peur ou la douleur. Fidèle à sa parole, le lendemain, Jean aida Lina à monter sur Aurore. Son visage était un masque de concentration alors qu'il faisait le tour de la propriété au pas, Jean guidant la jument à pied. Au troisième tour, la posture de Lina avait changé, son dos était redressé, son menton relevé. À cheval, elle semblait se réapproprier une part d'elle-même. « Mon père élevait des chevaux, » dit-elle soudainement alors qu'il retournait à l'étable. Les meilleurs du camp. Il a tout appris sur eux. C'était la première fois qu'elle partageait volontairement quelque chose de son passé. Jean ne la pressa pas de questions, se contentant d'acquiescer tout en continuant de brosser Aurore, tandis que Lina donnait des quartiers de pommes à la jument dans le creux de sa main. Ce soir-là, le capitaine Mercier arriva à la ferme, un nuage de poussière accompagnant sa voiture de patrouille. La gendarmerie a coincé 2 de ses trafiquants hier, annonça-t-il sans préambule en descendant du véhicule. Ils les ont trouvés à 50 km au sud, avec 4 enfants. Ces salauds ont confirmé avoir perdu 2 petits pendant le trajet. Un garçon mort de fièvre et une fille qui est échappée. Jean sentit la présence de Lina derrière lui, dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-il.
Les enfants vont être placés par les services sociaux, dit Mercier. Les enquêteurs veulent parler à votre protégé, prendre sa déposition sur ce qui est passé. Elle a un nom, dit Jean plus sèchement que il ne elle avait voulu. C'est Lina. Le gendarme haussa un sourcil mais hocha la tête. Ils seront là demain après-midi. Je pensais que vous deviez le savoir. Il jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Jean, là où Lina se tenait. Ils la reprendront probablement avec eux pour la placer en foyer. Après le départ de Mercier, un silence inconfortable s'installa dans la maison. Lina affairait mécaniquement à la préparation du dîner, sa joie de la balade à cheval désormais éteinte. Tu n'es pas obligé de retourner là-bas si tu ne veux pas, dit Jean, posant finalement la cafetière avec un peu trop de force. Chez ta tante, je veux dire. Lina leva les yeux, la surprise évidente sur son visage. Où irais-je? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Jean n'avait pas réfléchi aussi loin, avait délibérément évité de penser à ce qui arriverait une fois Lina guérie. Tu pourrais rester ici, lâcha-t-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. Aider avec les chevaux. J'y aurais bien besoin d'un coup de main. L'espoir vacilla dans les yeux de la petite, rapidement remplacé par le doute. Les autorités permettraient ça? Était une bonne question. Jean passa une main dans ses cheveux grisonnants. Je ne sais pas vraiment, mais on pourra demander aux services sociaux demain. Cette nuit-là, Jean ne trouva pas le sommeil. Il fit les 100 pas dans la pièce principale, luttant contre des émotions qu'il avait gardées enfouies pendant 15 ans. L'idée que Lina parte lui tordait les tripes. En seulement 2 semaines, elle était devenue une partie intégrante de son quotidien. Sa présence silencieuse dans la maison, son assurance grandissante avec les chevaux, même ses cauchemars, tout cela comptait pour lui d'une manière que Hélène avait plus permise depuis très longtemps. Le lendemain, 2 inspecteurs arrivèrent accompagnés d'une assistante sociale de l'aide sociale à enfance. Ils interrogèrent Lina pendant plus d'1 heure, tandis que Jean rôdait à proximité, prêt à intervenir si les questions devenaient trop pressantes. Lina répondit avec clarté et franchise, son calme remarquable pour quelqu'un de si jeune. Quand ils eurent fini, un des inspecteurs prit Jean à part. Le témoignage de la petite correspond aux autres. Ça nous aidera à mettre ces hommes derrière les barreaux pour un bon moment. Qu'est-ce qui va lui arriver? Demanda Jean en regardant Lina caresser la tête de Max. L'assistante sociale rejoignit la conversation. Elle retourne sous la tutelle de l'État, dit elle. C'est la procédure. Elle sera placée en foyer d'accueil. Jean sentit sa mâchoire se crisper. Sa tante est négligente. Lina, a dit elle-même. La femme haussa les épaules, impuissante. On ne peut pas faire grand-chose pour elle l'instant. Les foyers sont surchargés, les ressources manquent, et si? Jean éclaircit la gorge. Et si je voulais qu'elle reste ici? Les 2 hommes et la femme le regardèrent avec surprise. Vous voulez dire, comme une famille d'accueil, demanda l'inspecteur. Je suppose que oui. L'assistante sociale secoua la tête. Est presque impossible. Il y a des régulations strictes, surtout pour un homme seul, et compte tenu des origines de l'enfant. L'administration est très frileuse. Je ne cherche pas à changer qui elle est, dit fermement Jean. Je veux juste lui offrir un endroit sûr pour grandir. Après une longue discussion, un compromis fut atteint. Lina repartirait avec les officiels pour être mise en sécurité, mais Jean pourrait déposer une demande de tutelle ou des agréments par les voies légales. La procédure serait longue, sans aucune garantie. Lorsque Jean expliqua cela à Lina, son visage resta soigneusement impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. Je reviendrai, demanda-t-elle d'une petite voix. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça arrive, promit Jean. Et je viendrai te voir chaque semaine ici là. Alors que les officiels s'apprêtaient à partir, Lina disparut dans la chambre. Elle revint avec quelque chose serré dans son poing et le pressa dans la paume de Jean, un petit cheval de bois sculpté. J'y ai fait ça, dit-elle. Avec le morceau de bois que tu aimes à donner. Pour que tu te souviennes de ta promesse. La gorge de Jean se serra alors que ses doigts se refermaient sur la sculpture. Je ne pourrai jamais t'oublier, Lina. Jamais.
En la regardant éloignée dans le véhicule administratif, Jean ressentit quelque chose que Hélène n'avait pas éprouvé depuis 15 ans. Le désir brut et puissant de se battre pour elle, avenir de quelqu'un des autres. Le cheval de bois pressé contre sa paume, il fit le serment silencieux que ce ne serait pas la fin de leur histoire, mais simplement la clôture d'un chapitre avant le début d'un autre. Automne effaça doucement au profit de hiver et la neige saupoudra les sommets lointains des Pyrénées. Chaque semaine, Jean entreprenait le voyage vers le centre des hébergements de Saint-Roch, et chaque visite suivait le même rituel immuable. Il apportait des vivres, des couvertures, des livres, et passait la journée avec Lina, elle aidant à parfaire son français ou écoutant les histoires de son peuple, ses récits anciens de voyage et de tradition. Le centre était un lieu austère, marqué par la précarité et l'enfermement, où des familles déracinées luttaient pour conserver leur dignité sous le poids de l'administration. La tante de Lina, une femme consumée par le deuil et l'alcool, ne montrait que peu d'intérêt pour la fillette ou pour les visites de Jean. L'inspecteur des services sociaux chargé du dossier de tutelle observait leurs interactions d'un œil sceptique, noircissant des pages de notes. La commission se réunit le mois prochain, informa Jean lors de sa visite de décembre. Ils examineront votre cas, mais je dois vous prévenir, ce genre de demande aboutit rarement. Jean hocha la tête, son visage ne trahissant rien de l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Il avait passé les dernières semaines à améliorer la bergerie, aménageant une seconde chambre, réparant la toiture, remplissant le garde-manger. Il avait même contacté l'institutrice du village pour organiser des cours de rattrapage pour Lina. Monsieur Vasseur? La voix de Lina le tira de ses pensées. Elle se tenait tout près, serrant contre elle un recueil de poésie qu'il lui avait offert lors d'une visite précédente. Tu veux bien me lire celui-ci? Elle pointa un poème qui parlait de espoir comme un oiseau chantant dans la tempête. Alors que Jean lisait les vers à voix haute, il remarqua que Lina observait intensément, comme si elle cherchait à mémoriser chaque ligne de son visage. Plus tard, alors que Tilès apprêtait à partir, elle agrippa sa manche. Tu viendras quand même, ils disent non, demanda-t-elle, ses yeux noirs sont dans les siens. Chaque semaine, promit-il. Peu importe ce qu'il décide. La réunion de janvier passa sans qu'aucune décision ne soit rendue. Février apporta de lourdes chutes de neige qui rendirent la route vers le centre difficile, mais pas impossible. Jean fit le trajet coûte que coûte, dormant parfois dans la salle d'attente de la gare routière lorsque l'école était fermée pour le retour. Durant ces mois d'hiver, quelque chose d'inattendu se produisit à Saint-Seinery. Le village, qui avait longtemps considéré Jean comme un ours solitaire, commença à se rallier à sa cause. L'épicier lui fit crédit pour les fournitures. L'institutrice proposa de tutorer Lina gratuitement. Même le capitaine Mercier rédigea une lettre de recommandation à attention du tribunal pour enfants. Jamais vu te battre comme ça pour quoi que ce soit, Vasseur, remarqua le gendarme un jour. A changé, pas vrai? Jean ne pouvait le nier. La ferme, qui avait été qu'un lieu d'exil, ressemblait désormais à un foyer attendant sa pièce manquante. Il parlait à Lina des semis de printemps, des parties de pêche en été, des récoltes d'automne, des projets des avenirs qui ne verraient peut-être jamais le jour, mais qu'il lui semblait vital de verbaliser. Début mars, une convocation officielle arriva, sommant Jean de se présenter au tribunal de grande instance de Toulouse. Lina y serait aussi, interrogée séparément par le juge. La veille de son départ, Jean assis sous son porche, le petit cheval de bois sculpté dans sa paume, le tournant et le retournant comme il avait fait 1000 fois ces derniers mois. « Qu'est-ce que tu en penses, Max » demanda-t-il au chien couché à ses pieds. « Tu crois qu'ils verront ce que je vois en elle » Le chien gémit doucement, pressant sa tête contre le genou de son maître. La salle des audiences était imposante, avec ses boiseries sombres et ses magistrats au visage sévère, entourés de dossiers épais remplis de réglementations. Jean répondit à leurs questions avec une honnêteté désarmante. Oui, il vivait seul. Non, il n'avait aucune expérience récente dans l'éducation d'un enfant. Oui, il comprenait que Lina avait besoin de maintenir des liens avec ses origines. Lorsque on lui demanda pourquoi il souhaitait cette tutelle, Jean marqua une pause, cherchant les mots justes pour expliquer la transformation qui était opérée en lui. Il y a 15 ans, j'ai perdu ma famille, commença-t-il, la voix stable malgré la douleur que ces mots réveillaient.
Je pensais que cette partie de ma vie était terminée. J'y ai construit des murs autour de ce qu'il restait de mon cœur et je me suis convaincu que je valais mieux seul. Il sortit le cheval de bois de sa poche. Et puis cet enfant est arrivé à ma porte, blessé dans sa chair et dans son âme, mais pas brisé. En elle aidant à guérir, j'y ai commencé à guérir moi aussi. Il regarda les membres de la commission droit dans les yeux. Je n'essaie pas de remplacer sa famille, ni d'effacer qui elle est. Je veux juste lui donner ce que chaque enfant mérite, la sécurité, et l'éducation, et quelqu'un qui fait passer son bien-être avant tout le reste. La commission délibéra pendant 3 jours. Jean logea dans une petite pension, rendant visite à Lina chaque après-midi au foyer temporaire où elle avait été transférée. Ils jouèrent aux dames, lurent des livres, et évitèrent soigneusement de discuter de ce qui se passerait si le juge disait non. Le 3e jour, ils furent convoqués ensemble. La petite main de Lina trouva celle de Jean alors qu'ils entraient dans la salle, ses doigts étaient froids, mais sa prise était ferme. La présidente de la commission, une femme stricte aux cheveux striés d'argent, s'adressa à eux directement. Cette cour a examiné tous les témoignages et les documents de ce dossier complexe, commença-t-elle. Nous avons considéré le précédent qu'une telle décision pourrait créer, peser les implications culturelles et évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle fit une pause, remuant quelques papiers avant de poursuivre. Mademoiselle Lina a exprimé son désir clair de vivre avec Monsieur Vasseur. Sa tante a signé les documents renonçant à ses droits. L'école du centre rapporte que les progrès scolaires de l'enfant sont limités par l'instabilité de sa situation. Jean sentit la main de Lina se crisper dans la sienne. Après mûre réflexion, cette cour a décidé d'accorder à Jean Vasseur la tutelle provisoire de l'enfant pour une période d'1 an, au terme de laquelle l'arrangement sera réévalué. Les conditions suivirent, Lina devrait aller à l'école assidûment, maintenir des liens avec sa communauté par des visites mensuelles, et recevoir les visites trimestrielles d'un éducateur. Mais Jean entendait à peine les détails à travers le bourdonnement dans ses oreilles. Ils avaient dit oui. Le voyage de retour fut silencieux, chacun assimilant la réalité de ce qui venait de se passer. Alors que la bergerie apparaissait au détour du chemin, Lina se redressa sur le siège du véhicule. « Maison » demanda-t-elle, le mot étant à la fois une affirmation et une question. « Maison » confirma Jean. Ce soir-là, alors que Lina s'installait dans sa nouvelle chambre, décorée de couvertures colorées et d'une petite bibliothèque, Jean la trouva debout près de la fenêtre, contemplant le ciel nocturne. Mon père disait, les étoiles sont les esprits des ancêtres, lui dit elle veille sur nous. Jean approcha pour se tenir à ses côtés. C'est une belle pensée. Je crois que... Lina hésita, choisissant ses mots avec soin. Je crois que ta famille est là-haut aussi. Ta femme et ton fils. Je pense que ce sont eux qui ont envoyé ici. Cette phrase simple, prononcée avec la certitude d'un enfant, brisa quelque chose dans la poitrine de Jean. Il agenouilla près d'elle, croisant son regard. Alors je leur suis reconnaissant, et à toi aussi, dit-il, la voix rauque d'émotion. Pour avoir ramené la vie dans cette vieille maison, et dans ce vieil homme. Lina sourit, non pas du sourire hésitant de leur début, mais d'une expression pleine de joie qui atteignait ses yeux. Elle posa sa main sur l'épaule de Jean, un geste de réconfort qui démentait son jeune âge. Dehors, le vent de la montagne chuchotait à travers les terres qui seraient désormais témoins de leur voyage commun. 2 âmes qui avaient perdu, trouvant une en autre non pas un remplacement pour ceux qui avaient disparu, mais le courage de bâtir quelque chose de nouveau. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux et que Max installait confortablement entre eux, Jean Vasseur reconnut le sentiment qui grandissait dans son cœur depuis tous ces mois. Ce n'était pas seulement de l'espoir. C'était le retour d'une famille.